Bonjour à tous, ici Bruno Messen de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Donc cette session de webinaire est organisée en partenariat avec différents acteurs et notamment et principalement la communauté de pratique santé communautaire. Donc la communauté de pratique santé communautaire a été lancée il y a quelques mois seulement. C'est une communauté de pratique qui est soutenue par l'UNICEF en partenariat avec USAID et la Bill & Melinda Gates Foundation. Donc nous sommes, voilà, c'est moi que vous entendez aujourd'hui. Je ne suis pas directement membre de l'équipe de facilitation, mais je suis certainement en appui à cette dynamique. Il se fait que l'équipe de facilitation est principalement anglophone et les francophones n'étaient pas disponibles aujourd'hui, donc ce sera moi qui vais introduire cette session. Donc nous avons grand plaisir d'accueillir l'équipe de Muso qui va venir partager avec nous, qui partage avec nous l'expérience innovante, proactive d'agents de santé communautaire. Donc comme vous le savez, les stratégies d'agents de santé communautaire sont en place dans de nombreux pays. Je pense que nous sommes beaucoup d'entre nous croyons dans cette stratégie. Maintenant, elle rencontre aussi certains défis. Et donc, c'est avec grand intérêt que nous avons pris connaissance récemment d'un article dans le BMJ Global Health, rédigé par une équipe internationale, présentant une expérience dans la périphérie de Bamako, au Mali, et qui semble indiquer que la stratégie, une fois qu'elle est organisée d'une certaine façon, pourrait être extrêmement efficace et pourrait contribuer à réduire les taux de mortalité des enfants à des niveaux extrêmement bas, inédits pour un pays comme le Mali. Et donc, quand nous avons lu cette étude, nous avons bien sûr pris contact avec l'équipe et nous avons exprimé le souhait d'en faire le premier webinaire de la communauté de pratique. Donc, la communauté de pratique santé communautaire est présente sur Collectivity. Donc, si vous êtes sur Collectivity, c'est assez facile de la rejoindre. Je pense que nous sommes bientôt 150. Elle a été mise en place dans le prolongement d'une activité qui s'appelait Institutionalizing Community Health Conference, donc une conférence organisée à Johannesburg au printemps 2017. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté de pratique globale. Donc, ce n'est pas seulement une communauté de pratique africaine, c'est une communauté de pratique internationale. La facilitatrice senior est indienne, elle s'appelle Sangita. Et donc, l'équipe de facilitation est internationale. Donc, vous avez Adalbert du Cameroun, Tarib du Nigeria, Rachel de l'Afrique du Sud, et Aubin du Cameroun, etc. Donc, ils sont plusieurs. Nous espérons que cette communauté va devenir forte et grandir, comme les autres communautés de pratique que nous avons mis en place dans le passé. Cette communauté de pratique compte bien sûr sur vous, sur votre enthousiasme, pour développer un agenda d'apprentissage pertinent. Voilà, je ne vais plus être trop long. Je vais donner la parole à l'équipe de Muso. Donc, nous aurons trois orateurs. Nous aurons Harry Johnson, qui est donc originellement basé aux États-Unis, qui est américain, je pense, et qui est donc, mais qui est pour l'instant de passage à Bamako, et donc qui a joué un rôle central dans le développement de cette initiative. Donc, Harry, on est très content de t'avoir avec nous. On aura aussi le docteur Salif Samaké. Beaucoup d'entre vous connaissez Salif. Salif, bonjour. Nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Salif est donc ancien secrétaire général du ministère de la Santé du Mali. Il a été très actif à l'international. Il a appuyé différents pays. Et donc, avec Salif, nous aurons aussi l'occasion d'avoir une perspective malienne, mais aussi une perspective au-delà du cas du Mali. Et enfin, nous aurons Madame Tinindie Samaké, qui est donc agent de santé communautaire et impliqué dans le projet. Et nous sommes très contents, bien sûr, d'avoir l'occasion de discuter avec quelqu'un vraiment de la première ligne pour nous partager son expérience. Voilà, la PowerPoint n'est pas trop longue. Je pense que vous y intéresserez. Elle revient sur quelques grands résultats de l'étude. Donc l'étude a été publiée en anglais, donc c'est pour ça qu'on voulait commencer avec ce premier webinaire dans sa version française. Nous avons bon espoir de réorganiser ce webinaire dans quelques semaines, cette fois en anglais pour nos membres anglophones. Voilà, je ne vais pas pouvoir être avec vous pendant toute la session parce que j'ai aussi un cours aujourd'hui, donc je suis malheureusement, l'agenda ne tombe pas super bien. Mon équipe est avec vous. Valérie donc est aux manettes pour le WebEx. Et elle s'occupera aussi de la séance de questions-réponses. Donc nous allons avoir une présentation
PowerPoint au début avec Harry, Salif et Tenindie. Et puis, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Alors, pour rappel, sur WebEx, il y a la façon de poser des questions. Le plus simple, c'est de taper votre message. Vous pouvez l'adresser directement aux panélistes. Sinon, elle tombera peut-être, vous pouvez la partager avec tout le monde. Valérie va aussi voir vos questions et avec les panélistes, elle gérera le temps de discussion avec vous tous. Parfois, c'est aussi possible de vous donner la parole. Donc, vous serez tous mis sur la fonction mute silencieuse durant la présentation pour éviter les bruits de fond. Donc, on écoutera les intervenants. Et si vous voulez exprimer votre question oralement dans la session de questions-réponses, c'est possible dans la mesure où votre connexion est bonne. Et donc, essayez d'être bref dans votre formulation de questions, mais toutes vos questions sont les bienvenues. Ici, on est sur une expérience périurbaine. Harry va vous expliquer que la stratégie est en train d'être testée en zone rurale. Mais je suis certain que j'ai bien noté que vous êtes venus de participer, des participants, l'audience vient du monde entier, donc on pourra certainement discuter de ce que ces résultats signifient pour vos pays en particulier. Voilà, Harry, Salif, Tenindie, la parole est à vous et on vous écoute avec attention. Bruno, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous, d'être aussi à côté de Dr. Salif Samake, qui était vraiment le premier promoteur de cette stratégie et cette recherche opérationnelle en tant que secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Mali, et aussi d'être avec Mme Tenindie Samake, une vraie leader de cet effort dans les communautés du Major et agents de santé communautaire. Alors, je vais commencer en introduisant ces efforts avant de passer la parole à mes collègues. Depuis les derniers 10 ans, l'ONG Mousso a travaillé en proche partenariat avec les structures du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Mali et aussi en collaboration avec les autres partenaires académiques et autres, dans l'objectif de poursuivre l'accès universel aux soins, la survie de la mère et la survie de l'enfant. Alors, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de partager avec vous l'expérience d'expérimenter un modèle pour atteindre ces résultats qui s'appelle ProCCM, ou les soins essentiels communautaires proactifs, Proactive Community Case Management. Alors, cette approche de ProCCM est basée sur une idée centrale, et cette idée centrale est l'importance de vitesse de prise en charge. Nous savons tous que les principales causes de décès des enfants de 0 à 5 ans, ils sont des maladies qui sont guérissantes, mais aussi les maladies qui progressent rapidement, qui tuent rapidement. Alors, malgré ça, nous savons que les patients les plus vulnérables sont les patients les plus probables d'accéder tardivement aux soins. Alors, basé sur cette réalité, nous avons travaillé avec nos partenaires pour expérimenter une approche d'accès proactif et universel aux soins, avec l'hypothèse que si on peut assurer l'accès précoce à chaque patient, on peut réduire la mortalité de la mère et la mortalité de l'enfant. Nous avons pris comme point de départ le protocole qui est vraiment la base des efforts mondiaux dans plus de 40 différents pays dans le monde actuellement. Ça, c'est le modèle de ICCM, qui est les soins essentiels communautaires ou bien les gestions des cas intégrés au niveau communautaire. Ça, c'est cette approche ICCM est vraiment ce qui est recommandé par l'UNICEF et l'OMS. Cet protocole est basé sur vraiment plus de 50 ans d'évidence.
qui démontrent que ces stratégies peuvent réduire la mortalité de la mère et la mortalité de l'enfant et améliorer l'accès aux soins. Mais malgré tous ces succès et toute cette évidence, quand on a essayé à faire la mise à l'échelle de cette stratégie de ICCM, dans plusieurs pays, les études récentes ont démontré que ces efforts de mise à l'échelle ne sont pas en train de produire les résultats que nous avons souhaités. Alors, il y a ici les références de 3 études publiées en 2016 qui ont vraiment démontré plusieurs échecs et challenges dans la mise à l'échelle de ICCM et des soins essentiels au niveau communautaire. Alors, la question se pose, comment pourrions-nous assurer l'accès rapide et universel à cette approche ICCM pour pouvoir arriver à notre but? Alors, basé sur l'évidence collectée ici au Mali avec nos partenaires et aussi dans les autres pays, nous et nos partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons dessiné une approche qui, pour la livraison rapide et universelle de ICCM, qui s'appelle PRO-CCM, les soins essentiels communautaires proactifs. Proactive Community Case Management en anglais. Alors, PRO-CCM, c'est un modèle de prestation pour cette approche recommandée, ICCM. Alors, PRO-CCM est dessiné, focalisé pour surmonter les multiples barrières essentielles qui peuvent bloquer ou retarder l'accès aux soins, y compris les barrières financières, géographiques, les barrières liées à l'infrastructure, les barrières liées à genre. Alors, l'approche PRO-CCM essaie à redéfinir aussi d'une façon fondamentale le mandat du système de santé. Beaucoup de systèmes sanitaires sont réactifs. Moi, je suis médecin. Quand j'étais formé en tant que médecin, j'étais formé pour s'asseoir sur place et attendre le patient venir chez moi pour les consultations. J'avais appris pendant ma formation en tant que médecin que ma responsabilité pour les patients commence le moment qu'ils rentrent pour la consultation. Mais l'approche PRO-CCM renverse ce mandat. On dit, de l'instant qu'un patient tombe malade, n'importe où, chez eux, ça c'est le démarrage de notre responsabilité. C'est notre responsabilité en tant que prestataire, en tant que système de santé, d'aller rechercher ces patients et amener les soins à eux d'une façon proactive. Alors, jusqu'à la porte de la population, de la patiente. Alors, l'approche PRO-CCM a plusieurs parties essentielles. D'abord, c'est basé sur la formation et l'appui des agents de santé communautaire payés et professionnalisés pour faire la recherche active des cas. 2 heures au minimum par jour, ils recherchent les patients de porte à porte. Quand ils trouvent des patients, même sur place, à domicile, ils sont équipés dans leur sac avec tout ce qu'ils ont besoin pour fournir les soins et la diagnostic. Ils aussi recherchent les signes de danger et en cas de signe de danger, ils arrangent une évacuation de ces patients à travers plusieurs moyens, incluant les moto-ambulances, jusqu'au centre de santé communautaire gouvernemental, qui est ensuite renforcé avec les soins sans frais et plus d'infrastructures, équipements et formation pour les ressources humaines. Alors, tout ça est basé sur un modèle de financement qui est déjà adopté par plusieurs pays, qui est les soins sans frais au niveau des structures de soins primaires et communautaires.
Alors voilà les 4 parties de cette approche pro-CCM. Recherche proactive des cas, les soins essentiels communautaires à domicile, l'accès rapide au centre de santé communautaire et les soins sans frais. Alors, on peut demander du côté opérationnel comment ça marche. Alors d'abord, ces agents de santé communautaire sont payés avec un salaire mensuel de $75 US par mois. Ils sont considérés comme un cadre professionnalisé. Ils bénéficient d'une formation de 36 jours de base, suivie par un recyclage de 5 jours par an. En plus de ça, ils sont appuyés par une supervision dédiée, un cadre de superviseurs qui ne font que la supervision de l'AFC à travers une approche qui s'appelle la supervision 360 degrés. Le paquet de soins est presque le même qui est utilisé dans beaucoup de pays maintenant, basé sur le protocole ICCM, qui inclut la prise en charge de paludisme, diarrhée, infection respiratoire aiguë, la malnutrition, la suivi de nouveau-nés et des femmes enceintes, et aussi la planification familiale. Ces agents de santé communautaire font le porte-à-porte au minimum 2 heures par jour et ils sont disponibles 24 sur 24 chez eux pour recevoir les patients aussi. Dans ce modèle, on essaie d'avoir une couverture universelle. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour les communautés rurales éloignées, mais on essaie de couvrir toute communauté. Dans les communautés urbaines, c'est un agent de santé communautaire par 1000 populations. Dans les communautés rurales, c'est un agent de santé communautaire par 700 habitants. Pour chaque patient traité à domicile ou référé, l'agent de santé communautaire fait des visites de suivi à 24 heures, à 48 heures et à 72 heures à domicile chez le patient. Cette approche est sans frais pour le patient et accompagnée par une intégration avec l'appui au niveau des centres de santé communautaire. Alors, la supervision dédiée de 360 degrés pour les ASC. Ça veut dire que chaque ASC reçoit une visite sur le terrain de leur superviseur chaque mois. Pendant cette visite de supervision, le superviseur utilise plusieurs sources de données pour identifier les points de force et les points de faiblesse de l'ASC. Ça inclut un tableau de bord, les données de l'ASC sur la quantité, vitesse et qualité des soins. Ça inclut les visites de domicile sans l'ASC pour avoir le feedback de la communauté. Ensuite, il y a l'observation directe de l'ASC. Est-ce que les fréquences respiratoires est bien comptées? Est-ce que l'accueil de la patient est bien fait? La communication et le sens de l'écoute est là. Et finalement, toutes ces forces et faiblesses sont communiquées et discutées avec l'ASC à travers une rencontre individuelle de coaching, supervision, soutenance, supported supervision. Alors, cette approche est vraiment destinée pour l'implémentation par les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux à grande échelle à un coût qui est vraiment très bas. C'est quelque chose de faisable pour les différents gouvernements partout dans le monde d'implémenter à grande échelle. Alors, pour être très spécifique, notre estimation est le coût de tous les soins au niveau communautaire est $3 et $3,66 par patient servi par an. Alors, c'est un peu moins que $4 par patient servi par an. Au niveau des centres de santé communautaire, les dépenses nécessaires pour assurer ces soins sans frais compréhensifs est un peu moins que $6 par patient servi par an. Alors, même si on met tout ça ensemble, ça rejoint ce qui est déjà engagé par presque tous les pays
de l'Afrique à travers la déclaration d'Abuja. Un coup, il y a des armes pour l'échec. Alors maintenant, je passe la parole à Dr. Salif Samake pour vraiment décrire le résultat de l'étude que nous avons récemment publiée ensemble dans le British Medical Journal of Global Health. Merci beaucoup, Harry. Et bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si le père Bruno est toujours là, comme il devait partir. S'il n'est pas parti encore, OK. Et sinon, vous lui direz au revoir plus tard. Voilà, donc merci encore d'être venu pour partager cette expérience que nous avons eue au Mali avec un ensemble de partenaires dont l'ONG Mousso. Et je pense qu'après la description qui vient de vous être donnée pour vraiment gérer le temps au mieux, je ne vais pas peut-être revenir sur les aspects descriptifs de l'étude, c'est simplement pour m'apaisantir sur les résultats que nous avons obtenus. Mais avant, je voudrais quand même dire que nous avons porté un intérêt important à approfondir cette question parce que nous sommes convaincus que les délais maison par rapport à la prise en charge restent encore critiques dans les zones rurales et même périurbaines. Parce que la décision d'aller à l'hôpital, la décision de considérer qu'il y a véritablement maladie est déjà un retard extrêmement important. Ce qui fait que très souvent, c'est les malades compliqués qui vont au centre de santé. Et le centre de santé aussi a véritablement montré ses limites. Il reste important, déterminant, mais s'il faut attendre le centre de santé, je pense que beaucoup d'eau aura coulé sous le pont. Alors, dans cette étude, nous avons donc, après avoir mis le dispositif en place, nous nous sommes intéressés quand même à l'évaluer, et ceci en collaboration avec l'Université de Californie, celle de Bamako, Tulane, et l'ONG Mousso avec la collaboration de beaucoup d'agents sur le terrain sur une durée de 7 ans à peu près. Alors, donc, c'était surtout la mortalité des enfants de 0 à 5 ans après le lancement de cette stratégie d'intervention en zone périurbaine. Et il a expliqué la méthodologie. Donc, en fait, comme on fait des enquêtes de DHS ici, on est donc allé sur un peu les mêmes formats et en faisant donc une enquête d'entrée et une enquête tous les 12 mois dans la période de 7 ans et en collectant également des données complémentaires auprès des agents de santé communautaire. Donc, il vous l'a dit, c'est l'accès précoce aux soins pour la survie de l'enfant à travers les interventions intégrées qu'il a souligné tantôt. Et donc, sur les grandes lignes, il y a des visites à domicile, des soins donnés à domicile, sans frais bien entendu, et aussi au niveau du centre de santé communautaire, comme il vient de vous décliner d'ailleurs le coût aux différents niveaux, aussi bien au niveau communautaire. Donc, on voit que de façon très significative, après avoir introduit les variables de cette intervention, c'est-à-dire les visites à domicile, les visites au CESCOM sans frais, les visites au CESCOM avec du moins sans frais, les visites à domicile pour soigner les enfants, les visites aussi à domicile pour la détection des cas. Parce que là, c'est proactif, on va chercher, on vient même pendant que personne ne pense qu'il y a maladie, et pour gérer justement l'aspect préventif qui reste critique. Alors donc, avec ce travail-là sur la durée, nous avons, en tout cas sur une observation depuis 2008 jusqu'en 2015, nous avons vu que le nombre de patients dans les centres de santé, le nombre de visites du moins dans les centres de santé et au niveau communautaire a vraiment augmenté 10 fois plus que cela ne se faisait. Donc, là même d'abord, il y a une interaction, une interrelation, une certaine empathie entre les communautés et l'agent de santé qui me paraît être vraiment des éléments qu'on est en train de perdre de plus en plus, mais qui sont extrêmement importants dans la relation de confiance entre les agents de santé et les patients, ou je dirais tout simplement les populations.
Alors, donc, là, l'étude a montré, vous savez d'ailleurs qu'à titre de rappel, hein, que pendant la période de l'étude, nous avons fait à travers les DHS une mesure qui a permis de montrer une réduction de la mortalité, du taux de mortalité national de 148 pour 1000 à 114 pour 1000 pour les enfants. Et donc, pendant la même période, nous avons essayé de regarder sur les mêmes bases, c'est pourquoi je me suis référé au DHS, sur les mêmes bases que la mortalité des enfants de 0 à 5 ans était passée de 154 pour 1000, je dis bien 154 pour 1000, à 7 pour 1000, après 7 ans d'intervention avec ces interventions intégrées dans la zone qui a été ciblée. Alors, donc, pour les dernières 6 ans également, l'étude dans la zone d'intervention a maintenu le taux de mortalité des enfants de 0,5 ans à 28 pour 1000, au moins. Et ce qui est un taux vraiment assez louable, hein, si on se réfère à ce qui se passe dans toute la zone de l'Afrique. Donc, vraiment, il y a eu un déclin assez significatif de la mortalité dans la zone. Et si on regarde également par rapport à la plupart des pays qui sont un peu dans la même situation, là je crois que, en tout cas sur les pays que nous avons corrigés, hein, Somalie, Mali, Inde, Mexico, Chine, USA, Canada, Islande, alors on est quand même en 3e position, je dirais, comparativement, en tout cas depuis que l'intervention a été introduite. Alors donc, il y a eu plusieurs recherches et il y a des éléments connexes, hein, qui ont été intégrés afin de voir comment on peut aller à échelle. Parce que comme on l'a dit, c'est dans une zone, je ne vais pas dire très petite, elle est petite, elle est suffisamment petite, mais suffisamment grande aussi pour dire qu'il s'y passe des choses. Alors, donc, les leçons qu'on a pu tirer de cette étude est que le décès, en tout cas, d'un enfant peut devenir rare. Et ceci, comme vous connaissez aujourd'hui la situation sociopolitique et même sécuritaire de notre pays, où il y a beaucoup de questions de résilience, la question de la résilience est vraiment sur la table. Et vous dire que c'est malgré ce contexte que les efforts que les résultats que nous venons de vous donner ont été accomplis. Alors, je dirais très rapidement que, encore une fois, nous nous intéressons beaucoup à ça, parce que la santé est un droit. Nous nous sommes inscrits dans la couverture universelle pour tous, ici, et dans la durée. Et pour y aller et accélérer cela, nous pensons que les agents de santé communautaires sont incontournables aujourd'hui. Mais il est extrêmement important de tirer les leçons de toutes ces pratiques-là pour voir en tout cas comment en dégager les fondamentaux, j'allais dire les fondamentaux, sur lesquels nous devons quand même insister pour garantir les résultats. Et maintenant, les autres aspects peuvent varier d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre, d'une culture à l'autre, pour pouvoir vraiment changer le design. Mais quand même, sur les fondamentaux, il est essentiel aujourd'hui de tirer des leçons sur des aspects, des piliers importants qui permettent en tout cas de garantir un résultat optimal. Parce que ces dernières années, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté de vilipender, vous m'excusez du terme, les agents de santé communautaires ou même la stratégie. Vraiment, moi, je pense qu'il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du père. Il y a des réussites, il y a beaucoup d'éléments. Mais comment structurer tout ça, comment organiser tout ça, comment définir vraiment des éléments clés et comment assurer un suivi vraiment et un renforcement des capacités. Je pense que c'est ça les défis et les enjeux sur lesquels vraiment on doit porter l'attention. Donc vraiment, pour introduire un peu la discussion, c'est ce que je voulais partager avec vous en vous remerciant encore une fois pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Samake. Alors, basé sur ces résultats très promettants, ensemble avec les structures du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et aussi ensemble avec les investigateurs de 7 différentes universités, nous avons lancé une étude randomisée contrôlée à très grande échelle. Ça veut dire qu'on est en train de suivre 100 000 personnes dans 137 différents clusters pour regarder
c'est une étude randomisée et contrôlée. On randomise les patients. 50 000 patients ont l'accès aux soins à travers les recherches porte à porte et l'autre 50 000 patients ont le même paquet de soins, mais d'une ASC qui est passive. Alors, cette étude sera focalisée sur aussi la mortalité des enfants de 0 à 5 ans. Ça peut nous aider à isoler l'effet de recherche active des cas de porte à porte et aussi voir les jeunes si ces résultats peuvent être généralisables dans les autres contextes. Alors, cette étude est en cours et ça serait publié probablement d'ici la fin 2020. Alors maintenant, je passe la parole à ma chère collègue, Mme Tenenje Samake, une agente de santé communautaire du ProCCM. Voilà, je voudrais juste vous signaler que c'est un pur hasard, il n'y a aucun biais dedans. Si l'agent de santé communautaire est Samake et que Salif aussi est Samake, je tombe dessus. Hein, comme ça. Alors, Tenenje, si vous êtes là, on passe la parole à vous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tenenje Samake et c'est une photo de moi dans ma communauté. Je suis à ASC depuis 2015. Je travaille actuellement à Yirimadio. J'ai ma propre zone que je dois couvrir. Je vis dans la zone avec mon mari et nos 4 enfants. Ma zone est sur une colline. C'est dans un quartier de notre capitale de Bamako. Mais souvent, on voit des conditions et on peut imaginer que c'est un village. C'est un quartier croissant. Et beaucoup de maisons n'ont pas encore une source stable de l'eau ou d'électricité. Avant de devenir ASC, je faisais un stage dans une usine, mais à l'époque, il n'y avait pas un ASC dans notre communauté. Elle s'appelait Alimata Traoré. J'étais tellement impressionnée par elle, par son courage et par la fait qu'elle a eu la confiance de tous mes voisins. On allait constamment chez elle pour chercher des soins et de l'aide. À l'époque, la femme de mon voisin était enceinte. Mais comme son mari n'avait pas de moyens, elle ne pouvait pas chercher de soins. Elle était juste à la maison. Alimata l'a parlé de sa grossesse. L'expliquer ses options. Finalement, elle l'a amenée au CESCOM pour la CPN. Éventuellement, elle a accouché au CESCOM, mais son enfant est mort-né. Alimata a continué de la rendre visite. Elle la visitait pour causer avec elle. Elle l'a accompagnée pour soins postnatals. Et pour la femme, après la femme a eu un petit garçon qui se porte bien aujourd'hui. Elle a eu un accès aux soins lors de sa grossesse et pour son enfant. C'est une histoire qui m'a vraiment impressionnée. Donc, c'était Alimata qui m'a donné l'idée de devenir ASC au début. Mais après ma formation, j'avais confiance en moi. Mais je n'étais pas habituée à ce travail. Quand j'avais des questions, je m'adressais à Alimata ou mon superviseur. Et les deux me orientaient. Aujourd'hui, je suis habituée et j'aime mon travail. Normalement, je me réveille chaque jour vers 5 heures le matin pour faire les travaux ménagers et partir au marché avant de sortir pour faire mes visites à domicile. Je commence normalement avec mes visites de suivi. Pour les visites, je fais une rotation entre les sections différentes de ma zone pour me rassurer que je touche tous mes ménages. Chaque jour est différent. Chaque ménage est différent. Quand je fais mes visites à domicile, je me rends dans chaque ménage pour demander après les gens. Je fais toutes les salutations qu'il faut au Mali ici. Je demande après la santé de tous les membres de la famille. Si un problème est évoqué, j'écoute maintenant et je le prends en charge. Mais souvent, il y a des problèmes dans la famille et c'est une opportunité de causer, de renforcer mes relations avec cette famille et de partager des informations clés. Par exemple, je peux parler de la salubrité, de l'importance de dormir sous une
moustiquaire imprimée ou de la planification familiale. J'essaie de cibler mes messages selon mes observations de chaque famille ou ménage. Selon moi, la confiance est l'ingrédient le plus important dans mon travail. Je construis mes relations avec les membres de ma communauté à travers le temps. La confiance joue un rôle dans tout ce que nous faisons. Et sans la confiance de quelqu'un, le travail est plus difficile. Comme nous intervenons chaque jour dans les foyers des autres, il faut une certaine confiance. Mais la confiance va avec la proactivité. C'est le fait que je passe systématiquement par tous les ménages de ma zone, que les gens me connaissent. C'est le fait aussi que je rentre, que je cause avec eux, qui m'aident à avoir leur confiance. Maintenant qu'il y a un problème, ils me connaissent déjà. Je peux facilement intervenir pour les aider. Je suis assez fière de mon travail, du rôle que je joue dans ma communauté. Les gens me félicitent et mon mari comprend l'importance de mon travail que je fais. C'est grâce à moi et mon courage que beaucoup de gens ont été aidés dans ma communauté. C'est pour cela que je rentre à la maison chaque jour avec un grand sourire. Merci beaucoup pour avoir écouté mon histoire. J'espère que c'était intéressant. Merci, merci Tenenje.